5 ans. Luisa Costa a passé sous terre, dans un bunker en béton, construit par un homme qui avait renoncé au monde. Personne ne savait que la petite fille, tout ce temps, se trouvait à moins d'1 heure de route de sa maison. On la gardait dans la pénombre, enchaînée. La nourriture lui était passée par une étroite trappe. Ce cauchemar aurait pu continuer bien plus longtemps s'il n'y avait pas eu une découverte fortuite. C'était mercredi, le 17 avril 2019, vers 18h12, dans un petit village près de la route vers Huiramutin, dans le nord du Brésil. Les habitants locaux terminaient leurs tâches quotidiennes, ne se doutant pas qu'en quelques heures, leur tranquillité serait brisée par la nouvelle de la disparition de Luisa Costa, 11 ans. La dernière fois que Luisa a été vue, c'était sur une caméra de surveillance à la station-service Intelbras. Sur l'enregistrement, qui deviendrait plus tard la pièce à conviction principale de l'enquête, on voit Luisa marcher le long du bord de la route, regardant attentivement autour d'elle. Plusieurs fois, elle ralentit le pas, comme si elle attendait quelqu'un qui devait apparaître hors champ. Et puis, un instant plus tard, derrière elle passe une moto. Une Honda XR 250 rouge et blanche. Le visage du conducteur est couvert par un casque jaune, impossible de lire la plaque d'immatriculation. La caméra était dirigée vers une section d'environ 17 mètres de longueur sous un angle de 43 degrés, et au-delà, sa vue n'atteignait pas. C'est le dernier moment connu avant la disparition de Luisa Costa. L'indice suivant a été trouvé à environ 3 km et 4 dixièmes de la station-service, au point où la route de terre change brusquement en sol dur qui efface toutes les traces. C'est précisément ici que Luisa sembla s'évaporer. Sur cette section de route, les agents ont découvert un sac, soigneusement placé sur le bord de la route, dans lequel se trouvait un carnet simple et 2 fleurs sauvages, séchées. Le carnet était vide, les pages propres, mais les fleurs elles-mêmes semblaient parler de quelque chose de personnel, d'important pour Luisa. Ces détails inquiétaient les enquêteurs, qui commençaient déjà à former le tableau de ce qui s'était passé. Tout près du sac fut découverte une empreinte claire de pneus appartenant à une moto correspondant au modèle Honda XR 250. La bande de roulement était clairement marquée. Marque Pirelli MT60, diamètre de l'empreinte environ 17 cm. L'angle de rotation du pneu était de 33 degrés. C'était une empreinte fraîche, et elle menait vers la bande forestière, vers le nord, s'éloignant de la route principale et vers la zone frontalière avec la Guyane voisine. L'enquête commença immédiatement à se resserrer autour de 2 figures. Le premier, Walter Nogueira, fermier connu dans la région sous le nom de Zemata. Dans le passé, une personne prospère et sociable. Ces dernières années, il s'était transformé en ermite silencieux, qui vivait à l'écart de tous, profondément dans la forêt, ne sortant au village que par nécessité. Sa Honda XR 250 était familière aux locaux, et depuis longtemps il le considérait comme une personne étrange dont on savait peu de choses. Cependant, dans l'histoire, il y avait aussi un autre suspect potentiel, qui était apparu grâce au témoignage d'un berger local. Il assurait qu'il avait vu le soir une moto qui se déplaçait rapidement avec une plaque guyanaise qui se dirigeait vers la frontière. Ce détail était un indice sérieux, parce que les traversées illégales de frontières ici n'étaient pas rares. C'est précisément pour cette raison que la deuxième figure restait pour l'instant sans nom, cachée dans l'ombre des soupçons. Dans les premières heures après la disparition, la police organisa immédiatement une vérification du témoignage du berger, mais aucune des caméras frontalières, fonctionnant en régime de 24 heures, n'enregistra l'apparition d'une moto avec plaque guyanaise le jour indiqué. Le témoin avait pu se tromper, ou la moto avait dévié de la route principale, évitant les caméras. Cette piste commença rapidement à se transformer en impasse, mais les enquêteurs continuaient encore à la vérifier. Trop sérieuse était la version même sur la traversée de frontières. Pendant ce temps, l'attention des policiers se concentra sur Walter. Un jour après la disparition de Luisa, les agents obtinrent une autre preuve importante. Une caméra vidéo, installée dans un petit magasin à 18 km du lieu de la disparition, enregistra clairement une Honda XR 250 avec Walter au volant.
Sur le siège arrière, dans les mêmes vêtements dans lesquels Louisa avait disparu, il y avait une petite silhouette. Le visage n'était pas visible, mais la coïncidence avec la disparue était trop évidente pour être ignorée. La direction de la police prit immédiatement la décision d'envoyer un groupe opérationnel à la maison de Walter Nogueira. La complexité résidait dans le fait que la maison se trouvait profondément dans la forêt, et il n'était pas facile d'y arriver. Les agents partirent à l'aube, ne sachant pas ce qu'ils trouveraient exactement. La question de ce que cachait Walter devenait centrale dans cette affaire. Il était le principal suspect, et maintenant de ses paroles et de ce que la police trouverait dans sa maison, beaucoup dépendait. 5 ans plus tard, il serait établi que précisément cette descente avait donné le début à l'élucidation de l'une des histoires les plus terribles et mystérieuses au Brésil. Mais pour l'instant, personne ne soupçonnait encore à quel point ce cauchemar s'avérerait profond. À ce moment-là, les agents ne savaient qu'une chose. Luisa Costa n'avait pas disparu, sans laisser de traces. Ces traces étaient quelque part près, et maintenant la clé de l'énigme était dans les mains de l'homme étrange et silencieux qui, pendant de nombreuses années, avait vécu à l'écart des gens. Personne n'imaginait quel sombre secret il cachait derrière les murs de son refuge forestier. Pourquoi Walter a-t-il caché son itinéraire le soir du 17 avril ? La maison de Walter Nogueira, que les locaux appellent Zemata, se dresse à l'écart dans la forêt dense, loin de la route principale, à 6 km de l'endroit où on a vu Luisa Costa pour la dernière fois. Rarement quelqu'un le voyait au village, sauf les mercredis soirs quand il apparaissait pour acheter du kérosène pour la lampe. Tous s'étaient habitués à cette vie d'ermite et ne se posaient pas de questions inutiles, jusqu'à ce que Luisa disparaisse. Les enquêteurs commencèrent à étudier les achats de Walter et remarquèrent rapidement une bizarrerie. Dans l'épicerie, ils confirmèrent qu'il achetait régulièrement, exactement tous les 20 jours, un sac de farine de maïs de 50 kg. Les fermiers locaux considérèrent cela comme une quantité trop importante pour un homme qui vit seul dans une petite ferme. Cela provoqua le premier soupçon. À quoi servait une telle quantité de produits si personne n'avait jamais remarqué d'autres personnes près de Walter? La deuxième bizarrerie était liée au voyage nocturne pour le kérosène. Walter faisait toujours ce voyage à la même heure, régulièrement les mercredis. Mais le jour où Luisa disparut, le 17 avril, il se tut inopinément sur ce fait, informant les enquêteurs de quelque chose de complètement différent. Lors de l'interrogatoire, Walter affirmait qu'il n'était allé nulle part le soir, qu'il était resté à la maison à réparer un vieux générateur. Il décrivit en détail la réparation, les outils, l'huile sur les mains. À première vue, crédible. Cependant, sa version fut réfutée presque immédiatement par un voisin, l'apiculteur Célio. Le rucher de Célio est situé à moins d'1 kilomètre de la ferme de Walter. Ce soir-là, vers 18h40, Célio entendit clairement le bruit du moteur de la moto Honda XR qui appartenait à Walter. Ce bruit, le voisin l'entendait régulièrement. Chaque mercredi, le fermier passait près de son rucher. On informa Walter des paroles de Célio, mais il ne changea pas son témoignage, continuant à insister qu'il n'avait pas quitté la ferme. Les enquêteurs firent un test, vérifiant les paroles du voisin. Depuis une distance de 900 mètres, le bruit du moteur était effectivement audible distinctement et ne pouvait être confondu avec rien d'autre. Ainsi, l'alibi de Walter, déclaré par lui-même, fut mis en doute. Cela signifiait que le fermier avait consciemment caché le voyage nocturne. La découverte suivante de l'enquête mit encore plus en doute le comportement du suspect. En étudiant les achats de Walter, la police remarqua qu'en plus des aliments et du kérosène, ces derniers mois, il achetait régulièrement du ciment et des structures métalliques. Ces achats étaient étranges, puisque la ferme et la maison n'avaient aucun signe de nouvelle construction ou réparation. Les bâtiments semblaient vieux. Rien n'indiquait que le fermier construisait ou reconstruisait quelque chose quelque part. Néanmoins, les dépenses en matériaux de construction étaient constantes et significatives. En vérifiant les versions des témoins oculaires, l'enquête étudiait parallèlement les traces de pneus près de la route forestière, non loin de l'endroit où ils avaient trouvé le sac avec les fleurs et le carnet de Luisa.
L'empreinte de pneus découverte ce jour-là s'avéra similaire aux pneus de la moto de Walter, mais après une comparaison attentive des bandes de roulement, il s'avéra que la coïncidence n'était pas complète. C'était peut-être une autre moto du même modèle, et maintenant la version sur un deuxième véhicule nécessitait vérification. Cela ramena la police aux paroles du berger, qui mentionnait le mystérieux motocycliste avec plaque guyanaise. Pour fermer ou confirmer définitivement cette piste, des informations furent demandées aux gardes-frontières. Dans le rapport du service frontalier, il était dit que le soir du 17 avril, personne à moto n'avait traversé la frontière avec la Guyane. Ainsi, le témoignage du berger sur la moto guyanaise fut pratiquement complètement réfuté, bien que l'enquête n'ait pas encore tiré de conclusion définitive à ce sujet. Il restait à se concentrer sur Walter. Le soupçon s'intensifiait par son comportement étrange, ses achats inexplicables et le fait qu'il avait consciemment trompé l'enquête, cachant ses actions nocturnes. Les policiers décidèrent de découvrir plus en détail ce qu'il avait fait et où il se trouvait ce soir-là de 18h00 à 20h00, puisque c'est précisément à ce moment-là que Luisa Costa avait disparu. Pour l'instant, l'enquête ne pouvait expliquer ni les achats réguliers d'un volume inhabituel de farine de maïs, ni les matériaux de construction, ni l'itinéraire caché de Walter. Tous ces détails ne faisaient qu'intensifier les soupçons de son implication dans la disparition de Luisa, bien qu'il ne donne pas de réponse claire sur les motifs ou les actions du suspect le soir du crime. Les enquêteurs comprenaient qu'ils approchaient d'une découverte importante. Mais pour l'instant, la seule information fiable était seulement que Walter n'avait pas dit toute la vérité et cachait clairement des détails importants de sa vie et de son emploi du temps. Le temps de 18h00 à 20h00 restait l'intervalle clé, et c'est précisément sur l'éclaircissement des actions du fermier dans cet intervalle que l'enquête dirigeait maintenant tous ses efforts. Pourquoi la famille de Luisa a-t-elle gardé le silence sur son amitié avec Celio? La maison de la famille Costa avait toujours été considérée comme un endroit exemplaire de tranquillité. Les parents de Luisa, habitants ordinaires du village, n'entrèrent jamais en conflit et se tenaient à l'écart. Après la disparition de leur fille, les enquêteurs étudièrent attentivement l'environnement de la famille, essayant de trouver toute incohérence et détails cachés qui pourraient mener à l'élucidation de l'affaire. Plusieurs jours après le début de l'enquête, les policiers vérifièrent attentivement les affaires personnelles de Luisa. Parmi ces affaires, ils trouvèrent un téléphone portable simple, Nokia 105. Dans la mémoire de l'appareil furent découverts des messages SMS qui éveillèrent immédiatement l'intérêt particulier des opérationnels. C'étaient 14 messages courts de Celio, le voisin apiculteur, cette même personne qui avait d'abord signalé à la police les incohérences dans les déclarations de Walter. Les textes des messages étaient simples, mais inhabituels pour un homme adulte, adressés à Luisa. Celio l'invitait à la foire du village, promettait de lui offrir du miel frais et demandait même quand il pourrait la revoir près de son rucher. À première vue, rien de suspect, des mots amicaux et ouverts. Cependant, les parents de Luisa avaient fort déjà été interrogés auparavant, et à la question directe sur tout contact de leur fille avec Celio, ils niaient catégoriquement l'existence de telles relations. Ils assuraient que Luisa évitait de communiquer avec lui et n'était jamais allée sur son territoire. Quand les enquêteurs s'adressèrent à nouveau aux parents de Luisa, leur montrant les messages trouvés, les parents se tendirent visiblement. Leurs explications étaient confuses et contradictoires. La mère insistait sur le fait que sa fille n'avait jamais répondu à de telles invitations et évitait Celio, l'appelant une personne étrange. Mais les messages trouvés sur le téléphone de Luisa contredisaient directement les paroles de la mère. Il n'y avait pas de réponse de Luisa elle-même. Cependant, leur quantité et régularité indiquaient clairement que Celio était en contact étroit avec elle, ou du moins, essayait persistamment d'établir une telle connexion. Les enquêteurs décidèrent de vérifier l'histoire de Celio plus minutieusement. Ils l'amenèrent immédiatement au commissariat pour qu'il fasse une déclaration. Extérieurement, il semblait complètement calme et confirma rapidement qu'il avait envoyé des messages à Luisa. Il expliqua cela en disant que la petite fille avait une fois montré de l'intérêt pour le rucher, et il voulait simplement maintenir une amitié avec la famille Costa à travers elle,
offrant un geste simple et bienveillant. Néanmoins, Celio ne put expliquer pourquoi les parents de Luisa niaient leur communication. Dans le contexte de ces événements, la police décida de détenir Celio pour vérification supplémentaire. En réponse, il présenta rapidement un billet d'autobus confirmant son voyage dans la ville de Boa Vista le 7 avril, 10 jours avant la disparition de Luisa. Selon le billet, Celio était parti tôt le matin et était revenu le même soir, ce qui théoriquement lui fournissait un alibi et parlait en sa faveur. Cependant, les enquêteurs notèrent que le billet ne confirmait qu'un jour spécifique et ne pouvait pas complètement éliminer les soupçons concernant les contacts de voisinage de Celio avec Luisa. Pendant ce temps, d'autres opérationnels continuaient à étudier l'enregistrement vidéo de la station-service, où Luisa avait été enregistrée pour la dernière fois. Les experts techniques effectuèrent une correction du temps sur la caméra de surveillance et réussirent à distinguer plus clairement des détails individuels de l'enregistrement. L'attention de l'enquête revint à nouveau à cette motocyclette Honda XR qui était apparue dans le cadre. Maintenant sur l'enregistrement, il devint évident que le casque jaune sur la tête du conducteur n'était pas simplement brillant et remarquable. Il était unique et reconnaissable. Les enquêteurs confirmèrent que précisément un tel casque appartenait au fermier ermite Walter Nogueira. Cela signifiait que précisément Walter était au volant au moment où Luisa marchait sur le bord de la route et disparut. Celio, malgré les soupçons, restait pour l'instant à la périphérie de l'enquête. Son étrange amitié avec Luisa et la négation de cette connexion par les parents pouvaient être seulement une coïncidence désagréable ou une conséquence de malentendus familiaux. Cependant, l'enquête ne se précipitait pas pour éliminer définitivement les soupçons à son égard. Maintenant, devant les opérationnels se présentaient deux directions importantes. La première, clarifier l'alibi de Celio et ses véritables intentions concernant Luisa. La seconde, déchiffrer le mystère des matériaux de construction et de la farine que Walter cachait si soigneusement. C'est précisément ces détails qui devaient mener les enquêteurs à la réponse à la question principale de l'affaire. Pendant que la police était occupée à vérifier les témoignages et à clarifier les itinéraires des suspects, à l'intérieur de l'affaire commença à émerger un tableau de relations cachées et de connexions secrètes qui pouvaient être beaucoup plus complexes qu'elles ne paraissaient à première vue. La famille Costa, qui jusqu'alors semblait exemplaire et ordinaire, cachait quelque chose d'important, bien que les raisons d'une telle dissimulation restent encore incompréhensibles. L'enquête approchait de la vérité, mais comprenait que ce n'était que les premiers pas sur le chemin vers l'élucidation complète de la disparition de Luisa Costa. Comment Walter a-t-il pu transporter chez lui une lourde construction en béton armé? Au début de juin 2019, l'affaire Luisa Costa était dans une impasse. Les opérationnels vérifiaient toujours les alibis des voisins et les circonstances liées à la disparition. Walter restait le principal suspect, mais il n'y avait pas encore de preuves directes de sa culpabilité. Celio était aussi sous surveillance, bien que sa participation semble moins probable après la confirmation du billet d'autobus. Une avancée inattendue se produisit après la vérification des documents financiers de Walter. Parmi de nombreux reçus pour matériaux de construction, fut trouvée une facture inhabituelle de la compagnie de transport Roraima Log. Selon ce document, le 5 avril 2019, seulement 2 jours avant la disparition de Luisa, Walter avait commandé la livraison d'une charge inhabituelle, un élément lourd en béton de 5 mètres de longueur et 2 mètres de diamètre, pesant 15 tonnes. Dans la facture, il était indiqué que c'était un fragment de collecteur d'évacuation, habituellement utilisé pour de grands projets d'ingénierie. La livraison eut lieu sur un grand camion de 6 tonnes, équipé d'une plateforme plate. Le chemin passa par 37 km de mauvaises routes de terre, et selon les calculs prit environ 2 heures. Mais le plus étrange était qu'aucun des voisins n'avait remarqué l'arrivée d'un transport si important. Cela surprit les enquêteurs, considérant à quel point il est difficile de cacher une telle technique et charge dans une zone tranquille et peu peuplée. Les policiers s'adressèrent à nouveau aux voisins de la ferme, espérant comprendre comment une livraison si massive était passée inaperçue. Un nouveau témoin important devint un voisin bûcheron qui travaillait à proximité. L'homme affirmait qu'il connaissait bien le territoire autour de la maison de Walter,
puisqu'il coupait régulièrement des arbres et passait souvent à travers les environs de sa ferme. Mais il déclara catégoriquement qu'au cours des derniers mois, il n'avait remarqué ni travaux, ni apparition de matériel lourd, ni encore moins un élément en béton si important. Il n'avait pas non plus vu de tranchées, ni d'aire de construction préparatoire. Cette affirmation du voisin bûcheron posa un nouveau problème aux enquêteurs. Si la structure en béton avait été livrée, où avait-elle été placée et comment Walter avait-il réussi à cacher des travaux si remarquables de tous les voisins? À cette étape, la police émit l'hypothèse que la structure en béton aurait pu être destinée à construire un réservoir souterrain caché pour l'eau ou quelque chose de similaire, ce qui était tout à fait logique pour une exploitation isolée. En raison de cette version et de l'absence de preuves directes, la police repoussa temporairement la demande de perquisition et décida de transmettre les informations sur cette livraison pour une vérification écologique afin d'exclure une construction illégale ou des dommages à l'environnement. Cette décision ralentit le processus d'enquête, car la procédure bureaucratique de vérification pourrait s'étendre sur plusieurs semaines. Cependant, un événement se produisit bientôt qui ramena l'attention sur la ferme de Walter et obligea la police à reconsidérer son attitude envers la situation. Dans la nuit du 2 juin 2019, la police militaire menait des exercices de routine dans les environs du Wiramutin, utilisant un drone de patrouille non piloté. L'itinéraire de patrouille passa par hasard au-dessus du territoire de la ferme de Walter. Le drone était équipé d'une caméra thermique et enregistra de manière inattendue une tache thermique inhabituelle de forme carrée sur le toit de l'un des hangars près de la maison de Walter. Une anomalie si clairement définie intéressa les opérateurs, qui ne purent expliquer immédiatement sa nature. Cependant, alors qu'ils tentèrent de s'approcher et de fixer l'objet, le drone perdit le contrôle et les données furent partiellement endommagées. La seule image avec une image claire de l'anomalie devint presque indéchiffrable. Néanmoins, c'est précisément ce fait qui ramena l'attention de la police sur les étranges matériaux de construction commandés par Walter et remit en question la version sur la construction d'un réservoir d'eau. Maintenant, les enquêteurs soupçonnaient qu'il aurait pu utiliser la structure en béton complètement pour d'autres fins, beaucoup moins évidentes. Les enquêteurs décidèrent de commencer immédiatement une vérification plus approfondie des livraisons de Walter au cours des derniers mois. Ils demandèrent les documents sur l'achat de ciment, de pièces métalliques et de chaînes, enregistrés en 2020, avec l'intention d'obtenir une autorisation officielle pour perquisitionner le territoire de la ferme. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas suffisamment de motifs pour cela, mais l'anomalie apparue et la mystérieuse livraison de la structure de 15 tonnes renforcèrent sérieusement les soupçons de la police concernant les véritables intentions de Walter. Pendant que les enquêteurs attendaient les résultats de la vérification écologique, ils comprenaient que la situation nécessitait des actions urgentes. La découverte mystérieuse dans les documents et l'image nocturne avec la tache thermique sur le toit du hangar pourraient faire partie d'un tableau unique, soigneusement caché, qui pourrait finalement mener la police à la vérité sur la disparition de Luisa Costa. L'alibi de Celio est-il définitivement vérifié? L'enquête sur la disparition de Luisa Costa continuait déjà depuis plus d'1 an et l'attention de la presse et de la police se tourna progressivement vers le deuxième impliqué, l'apiculteur Celio. Bien qu'auparavant Celio ait présenté un billet d'autobus confirmant son absence du village le 7 avril 2019, les médias continuaient à le considérer activement comme suspect potentiel. Les parents de Luisa gardaient obstinément le silence sur les relations de leur fille avec cet homme, ce qui ne faisait qu'intensifier les soupçons. En août 2020, la police reçut les résultats tant attendus de l'analyse de facturation des appels téléphoniques de Celio pour la période du 6 au 8 avril 2019. Les données de la compagnie téléphonique confirmèrent que pendant ces 3 jours, son téléphone portable s'enregistrait exclusivement sur des antennes situées dans la ville de Boa Vista. Cela signifiait que Celio ne pouvait physiquement pas se trouver dans le village d'Uiramutin aux jours indiqués, y compris le matin et le soir du 7 avril, ce qui confirmait complètement ses déclarations. Une preuve supplémentaire apparut également grâce aux réseaux sociaux. Lors de la vérification fut trouvé le compte officiel de Celio sur Facebook, où le 7 avril 2019 avait été publiée une série de photographies de la foire locale à Boa Vista, où il vendait du miel.
Sur l'une des photographies, on voit clairement Celio lui-même près de son stand avec indication de l'heure exacte de publication. 14h34. Cela coïncidait également avec la facturation et prouvait définitivement la véracité de son alibi à la date, 10 jours avant la disparition de Luisa. Néanmoins, les enquêteurs avaient encore la question de savoir pourquoi les parents de Luisa avaient depuis le début catégoriquement nié toute connexion de leur fille avec Celio. Lors de l'interrogatoire répété, les parents admirent qu'ils avaient intentionnellement caché l'amitié de leur fille avec le voisin, craignant que cela puisse empêcher la police de se concentrer sur le principal suspect, Walter. Selon eux, Celio n'était pas impliqué dans la disparition de Luisa et toute mention de lui ne pourrait que confondre l'enquête. Cependant, la tactique parentale s'avéra erronée. La presse saisit immédiatement l'histoire avec les messages et l'amitié de Celio et Luisa, gonflant le scandale autour de l'apiculteur. Il devint pour un temps l'objet principal de soupçons dans les médias, bien que la police ait déjà obtenu des preuves solides de sa non-implication. Bien que l'alibi de Celio fût en béton armé, les journalistes le poursuivaient obstinément dans l'espoir d'une sensation. Celio faisait constamment face à des questions sur ses relations avec la famille Costa et fut obligé de démontrer publiquement des billets, des photographies et des relevés de compagnies téléphoniques. Tout cela confirmait sa non-implication et convainquit progressivement le public de son innocence. Finalement, la police retira officiellement de Celio tout soupçon, fermant définitivement cette fausse piste. À ce moment précis, alors que l'attention des médias était rivée sur Celio, entre les mains des enquêteurs se trouvait un nouveau document important. L'audit bancaire découvrit un reçu du 11 août 2020 du magasin de bricolage Casa do Fazendeiro, situé à Boa Vista. Sur le reçu figurait un achat fait par Walter, 400 kg de ciment et 12 mètres de chaîne solide. Pour un ermite vivant dans la forêt profonde et ne menant aucun grand travail de construction visible, c'était une acquisition extrêmement inhabituelle. Le reçu apparut complètement par hasard lors de la vérification des comptes bancaires et les enquêteurs comprirent immédiatement que cette découverte pourrait avoir une signification clé pour l'enquête. 16 mois s'étaient déjà écoulés après la disparition de Luisa, et maintenant la police comprenait que les achats cachés de Walter, qui continuèrent même après la disparition de Luisa, n'étaient pas accidentels. Cette information obligea les enquêteurs à reconsidérer leur attitude envers le fermier. Ils supposèrent que Walter aurait pu utiliser le ciment et les chaînes pour construire quelque chose que personne n'avait encore vu jusqu'à présent et dont l'existence n'était même pas soupçonnée. Les opérationnels prirent immédiatement la décision de préparer une demande de mandat qui permettrait de mener une perquisition complète de la ferme et du territoire de Walter. Maintenant, l'enquête était absolument certaine que derrière les actions et les étranges acquisitions de l'ermite se cachait quelque chose de beaucoup plus sinistre qu'une simple activité domestique suspecte. Les enquêteurs comprenaient que l'enquête entrait dans une nouvelle phase et dans un proche avenir prévoyèrent de se concentrer complètement sur la ferme de Walter. S'ils réussissaient à trouver des traces de ce à quoi exactement étaient destinés le ciment et les chaînes, cela pourrait donner une réponse définitive à la question de ce qui était exactement arrivé à Luisa Costa et quel secret Walter Nogueira cachait si soigneusement. Comment la caméra thermique a-t-elle confirmé la pièce cachée ? Après avoir obtenu le reçu du gros achat de ciment et de chaînes, l'attention de la police et des services écologiques s'est concentrée sur la ferme de Walter Nogueira. Malgré de multiples vérifications, les inspections du territoire ne donnaient pas de résultats. En février 2024, les autorités ont décidé de prendre une mesure plus décisive, utilisant des technologies modernes. Pour la surveillance nocturne du territoire, le service écologique a été impliqué avec un équipement professionnel. Dans la nuit du 21 au 22 février 2024 à 1h15, un drone DJI Mavic 3T a été lancé, équipé d'une caméra thermographique de haute sensibilité. L'opérateur a étudié attentivement le territoire, notant les différences naturelles de température. Il n'y avait rien d'inhabituel jusqu'à ce que le drone se trouve au-dessus d'un hangar en bois situé près de la construction principale de la ferme. Sur l'écran de l'opérateur, une tache thermique d'environ 1,8 m² s'est brusquement distinguée.
La température de la surface était au niveau de 36 degrés Celsius, ce qui donnait un contraste de plus de 12 degrés par rapport au fond environnant. À une heure si tardive, c'était inexplicable. Les employés du service ont immédiatement fixé les coordonnées et informé le centre opératif de la police. Les experts ont immédiatement émis l'hypothèse que la cause de la chaleur pourrait être la décomposition d'ensilage ou de matériaux organiques fréquemment utilisés dans les fermes. Cependant, après des consultations avec un expert agricole, il est devenu clair que la température maximale de la masse d'ensilage ne dépasse pas 28 degrés, même avec une décomposition intense. La version a été rejetée. Ils ont également vérifié la deuxième option, la surchauffe du générateur, puisque Walter affirmait régulièrement qu'il l'utilisait pour l'alimentation électrique de la ferme. Les policiers ont rapidement installé un capteur de monoxyde de carbone près du générateur. Mais l'appareil a clairement montré que le générateur se trouvait complètement dans une autre aile du bâtiment et n'avait aucun rapport avec l'anomalie thermique sur le toit du hangar. La version du générateur a rapidement été écartée, mais plusieurs heures ont été perdues à la vérifier. Pendant ce temps, les opératifs avaient déjà obtenu l'ordre nécessaire et se sont préparés à l'examen minutieux du lieu identifié par la caméra thermique. Le 22 février, à 6h30 du matin, un groupe d'opératifs et de spécialistes techniques est arrivé à la ferme. Walter lui-même, préalablement notifié de l'inspection, n'était pas présent à la ferme, ce qui n'a fait qu'ajouter de la méfiance aux enquêteurs. Les policiers ont rapidement démonté le plancher en bois du hangar et ont vu ce qui a complètement changé le cours de l'enquête. Sous les planches du hangar se trouvait un couvercle en béton, complètement non caractéristique pour de telles constructions. Il était soigneusement scellé avec de l'argile sur le périmètre et n'avait pas de poignées externes. La trappe de 80 par 80 cm était évidemment destinée à un accès permanent vers le bas. Cependant, elle s'ouvrait exclusivement depuis l'extérieur. Les opératifs ont soigneusement enlevé l'argile et le mélange de ciment, après quoi ils ont pu retirer le couvercle de la trappe. En dessous s'ouvrait l'obscurité. Les enquêteurs ont dirigé des lampes torches à l'intérieur et ont immédiatement vu une chaîne rouillée, fixée au mur à l'intérieur du compartiment en béton. En descendant, les policiers se sont retrouvés dans une pièce en béton étroite d'environ 2 par 5 mètres. La pièce avait une ventilation simple, des toilettes primitives et un endroit pour dormir rudimentaire. Sur le sol, enchaînée au mur, a été trouvée Luisa Costa, disparue presque 5 ans auparavant. L'état de Luisa était satisfaisant, malgré les conditions extrêmement difficiles de détention. Elle était vivante, effrayée, mais sans traces externes de dommages physiques. Les policiers l'ont immédiatement libérée et ont appelé l'aide médicale. L'apparition de Luisa après tant d'années est devenue un véritable choc pour tous. L'attention s'est immédiatement déplacée vers l'origine des matériaux avec lesquels la cachette a été construite et la chaîne avec laquelle Walter retenait Luisa. L'enquête a rapidement lié la chaîne trouvée avec le gros achat de Walter identifié précédemment. C'est précisément maintenant que le but de l'acquisition de ciment et de chaînes en août 2020 est devenu évident. Ce même jour, la police a annoncé la recherche urgente de Walter Nogueira, qui à ce moment-là avait disparu sans laisser de traces. La ferme a été immédiatement mise sous contrôle policier et les enquêteurs ont commencé à dresser un tableau détaillé de comment le suspect a pu pendant presque 5 ans retenir Luisa, évitant tout soupçon. Après cette découverte, l'affaire est devenue complètement ouverte et toutes les forces ont été dirigées vers la capture de Walter. L'enquête s'est également intéressée à pourquoi aucun des résidents locaux ou employés des services n'a réussi à découvrir ou au moins soupçonner l'existence de la pièce cachée pendant tout ce temps. Qui est la femme au lait que Luisa a mentionnée? Après que Luisa Costa ait été sauvée et amenée à l'hôpital Boa Vista, les enquêteurs ont tenté d'obtenir les premiers détails importants de ce qui lui était arrivé. Les médecins ont limité l'accès de la police, mais ont permis de lui poser quelques questions prudentes. Luisa, dans les premières heures, était extrêmement prudente avec les mots. Elle se confondait, évitait les regards. Mais à la mention d'un détail, elle s'est notablement animée. Il s'agissait d'une certaine femme qui parfois lui apportait du lait. Cette figure, Luisa ne pouvait pas la nommer, mais elle l'a décrite très clairement. La femme
portait constamment un foulard rouge, avait une odeur particulière, similaire à la pommade pour animaux qu'utilisent les fermiers et bergers pour traiter le bétail. Cette description s'est avérée extrêmement importante, car à grande distance de la ferme de Walter, un tel foulard ne pouvait être porté que par une seule femme. Les enquêteurs ont immédiatement commencé à vérifier la connexion possible. Dans un rayon d'environ 30 km de la ferme vivait effectivement une seule bergère qui portait fréquemment de tels foulards. C'était la fermière locale, Marisa. En vérifiant les registres vétérinaires, il s'est avéré que le 11 septembre 2019, Marisa avait effectivement été enregistrée dans une zone près du territoire de la ferme de Walter. Elle soignait une vache malade. Il semblait que cette coïncidence confirmait les paroles de Luisa et ajoutait une nouvelle piste importante à l'affaire. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus chez Marisa pour lui poser des questions directes. Cependant, la femme a catégoriquement déclaré qu'elle n'avait jamais été sur le territoire de la ferme de Walter et ne s'était même pas approchée de sa maison. Elle a confirmé qu'elle avait soigné une vache près de la ferme, mais a clairement indiqué qu'elle n'avait jamais communiqué avec personne de cette maison. Et Luisa elle-même était un nom inconnu pour elle. Pour vérifier les paroles de Marisa, les policiers ont effectué un examen minutieux de son étable et de sa maison, ont pris des échantillons de sol et de surface pour une éventuelle présence d'ADN de Luisa. Les résultats des analyses sont arrivés rapidement et ont été absolument sans équivoque. Aucune trace de Luisa n'a été trouvée sur le territoire de Marisa. Néanmoins, les médias locaux ayant appris cette version avaient déjà réussi à gonfler un nouveau scandale. Les journalistes ont avancé une hypothèse bruyante sur la complice de Walter, Marisa, qui aurait pu l'aider à retenir Luisa. Mais après la publication de la déclaration officielle de la police, confirmant l'absence de toute trace et preuve de participation de Marisa, cette version s'est rapidement effondrée. Les enquêteurs ont été obligés de reconnaître publiquement que la bergère n'avait aucun rapport avec le crime et ne pouvait pas être la femme au lait que Luisa a décrite. Pendant ce temps, les médecins ont continué à examiner Luisa, essayant de comprendre son état physique et psychologique après plusieurs années dans la pièce en béton. Les enquêteurs, à leur tour, ont essayé de découvrir l'origine des matériaux que Walter a utilisés pour sa cachette, en particulier la chaîne avec laquelle Luisa était enchaînée. Les données de l'audit bancaire sur l'achat de ciment et de chaînes avaient déjà été étudiées. Mais maintenant, une analyse technique plus approfondie de la chaîne elle-même et de la construction en béton était requise pour comprendre si ces matériaux avaient été acquis de la même manière et qui auraient pu aider Walter dans une logistique si complexe. Pendant ce temps, dans le même local en béton où Luisa avait passé tant de temps, les opératifs découvrirent un dessin gravé sur le mur avec un objet pointu. C'était une figure primitive mais clairement reconnaissable d'une vache, et au-dessus de sa tête était dessiné un foulard rouge, exactement comme celui dont avait parlé Luisa. Maintenant, il était clair pour les enquêteurs que la femme au lait n'était pas simplement une fantaisie ou un souvenir déformé de Luisa. Cette figure avait une base réelle et était une partie importante de cette vie qu'elle avait menée toutes ces années en captivité. Cependant, malgré les efforts, l'identité de la mystérieuse femme au foulard rouge restait inconnue. Marisa avait été complètement disculpée, et il n'y avait plus de personne dans les environs qui correspondait à la description. Cette question restait ouverte, et les enquêteurs créèrent une affaire séparée qui devait recevoir le numéro 02. Mais pour l'instant, elle restait officiellement non résolue. À ce moment-là, la police continuait à mener une recherche active de Walter, supposant qu'il pourrait se cacher très loin des limites de l'État. Chaque nouvelle découverte à la ferme fournissait des indices importants, mais les questions sur qui exactement et de quelle manière aurait pu aider Walter restaient sans réponse. Luisa continuait à recevoir des soins médicaux et la police se préparait à obtenir un rapport détaillé des médecins sur son état. Tout le focus de l'enquête se déplaçait maintenant vers l'origine des matériaux de construction, leur acquisition et leur livraison, ainsi que vers l'élucidation du lien avec la figure de la femme au foulard rouge, qui était devenue la partie la plus énigmatique et inexplicable de cette histoire. Quelle carte a payé le python à vis ?
Après la découverte de Luisa Costa, la question principale de l'enquête devint l'étude des actions et motifs de Walter Nogueira. Le suspect fut arrêté 3 jours après le sauvetage de Luisa et amené au centre de détention de Boa Vista. Les policiers menèrent un audit massif de toutes ses opérations financières et découvrirent un nouvel achat inhabituel qui pourrait devenir une preuve clé. Dans les documents bancaires, il fut découvert que le 2 juin 2019, Walter avait commandé par Internet un piton à vis de 14 mm de diamètre. Cet élément de fixation s'avéra être une pièce importante, nécessaire pour installer la chaîne avec laquelle il maintenait plus tard Luisa. La surprise pour l'enquête fut que le paiement pour le piton à vis passa par le compte corporatif de l'église locale Nova Luz. L'enquête montra rapidement que le compte de cette église appartenait officiellement au pasteur décédé, qui était mort en juillet 2019. Walter était connu comme paroissien de cette église dans le passé, et apparemment, il avait accès à ses finances, même après la mort du pasteur. La carte liée au compte de l'église n'avait pas été bloquée, ce qui permit à Walter de l'utiliser pour l'achat sans éveiller les soupçons. Lors de la perquisition chez Walter, ils trouvèrent un journal intitulé « Péché hors des murs ». Un examen minutieux effectué par des spécialistes de l'Institut Fiocruz montra que le journal était rempli de pensées incohérentes, mais obsessionnelles, sur sauver les âmes par l'isolement et l'expiation des péchés. Cette découverte permit à l'enquête de jeter un coup d'œil pour la première fois dans la conscience du suspect et de comprendre au moins partiellement ses motifs. Les enquêteurs interrogèrent Walter en détail sur le but et la longueur de la chaîne qu'il avait acquise. Initialement, la chaîne faisait 12 mètres de long. Cependant, les opératifs découvrirent qu'un segment de 3,5 mètres avait été utilisé, tandis que la partie restante de la chaîne était soigneusement conservée sur le territoire de la ferme. À la question de pourquoi exactement cette longueur de chaîne était nécessaire, Walter refusa de répondre. Alors les opératifs exprimèrent la supposition que la chaîne restante était destinée en cas de nécessité d'extension ou d'assurance pour l'avenir. Walter lui-même resta silencieux, mais son silence confirma la supposition de l'enquête. Pendant ce temps, la défense de Walter tenta d'utiliser le contenu du journal et ses raisonnements instables sur sauver les âmes comme preuve de trouble mental. Les avocats présentèrent une demande pour effectuer un examen psychiatrique, espérant le déclarer mentalement incapable. Cela aurait donné à Walter la possibilité d'éviter la punition pénale standard et au lieu de prison, d'aller dans une clinique fermée. Les psychiatres effectuèrent un examen minutieux qui dura presque 1 mois. Walter décrivit en détail ses convictions sur la nécessité d'isolement pour la purification spirituelle et déclara sa mission. Malgré cela, les spécialistes médicaux arrivèrent sans équivoque à la conclusion que le suspect était pleinement conscient de la nature illégale de ses actions et pouvait contrôler ses actes. La conclusion des psychiatres fut un coup sérieux pour la défense, car elle détruisait complètement leur stratégie principale. Maintenant, les enquêteurs obtinrent toutes les bases pour un procès complet contre Walter. Ils avaient des preuves claires de comment il avait acheté les matériaux, comment il avait utilisé l'argent de l'Église, ainsi que ses motifs réels, détaillés dans le journal. Dans les matériaux de l'affaire, un schéma du local souterrain de 2 par 5 mètres, où Luisa passa presque 5 ans, avait déjà été préparé. Sur le schéma n'était pas clairement marqué le piton à vis, la chaîne de 3,5 mètres de longueur et les détails du système de ventilation qui était masqué par le bruit du générateur installé à 300 mètres des voisins les plus proches. L'accord final de la préparation de la procédure judiciaire fut l'accusation officielle de Walter pour enlèvement et rétention illégale de Luisa Costa. Dans l'accusation, il était souligné que Walter agit rationnellement, secrètement et avec une claire compréhension que ses actions étaient illégales. Maintenant, tous les faits indiquaient qu'il avait planifié ses actions à l'avance et consciemment. L'enquête devait prouver au tribunal que Walter n'avait pas seulement commis un crime grave, mais l'avait fait intentionnellement, basé sur des idées déformées décrites dans son journal. La carte du pasteur décédé, utilisée pour acheter la fixation, devint le dernier élément qui lia le crime de Walter à son passé et confirma son calcul cynique. Walter attendait le procès et les enquêteurs se préparaient à fermer définitivement l'affaire
La procédure judiciaire devait devenir l'étape finale, après laquelle l'histoire de la disparition de Luisa Costa pourrait enfin trouver sa conclusion logique. Le procès judiciaire contre Walter Nogueira, que les locaux connaissaient comme Zemata, dura presque 1 mois. Toutes les rues autour du bâtiment du tribunal furent fermées, la salle était remplie à craquer, dans l'air planait un silence dense. Le juge lut les conclusions finales de l'enquête et les accusations du procureur. Walter fut déclaré coupable d'enlèvement et de rétention illégale de Luisa Costa. Le tribunal établit définitivement que la structure en béton armé livrée à la ferme 2 jours avant la disparition de Luisa avait été initialement planifiée par Walter comme un isolateur souterrain. Les 400 kg de ciment achetés plus tard furent utilisés par lui pour sceller hermétiquement l'écoutille d'entrée, ce qui fut confirmé par l'expertise de construction. La chaîne de 3,5 mètres de longueur fut fixée au piton à vis acquis par le compte corporatif de l'église locale. Pendant presque 5 ans, Walter maintint Luisa dans le local en béton caché sous le plancher en bois de l'abri à la ferme. La nourriture se limitait à de la bouillie de maïs que le fermier achetait constamment en quantité excessive. Le bruit du générateur masquait tout cri possible et la distance jusqu'à la maison voisine la plus proche dépassait 300 mètres, rendant impossible la découverte accidentelle de la prisonnière. L'enquête fournit au tribunal tous les maillons manquants de la chaîne de preuves. Un rôle clé joua l'enregistrement vidéo de la station-service, confirmé par les journaux GPS de la moto Honda XR du service de suivi TrackCar. Précisément, ces données confirmèrent la route de Walter, qui passait exactement par le lieu de la disparition de Luisa. Le volet financier du crime a également été entièrement révélé. Le paiement pour le boulon à œil du 2 juin 2019 a été définitivement lié à la carte corporative de l'église Novalus, que Walter utilisait après la mort du pasteur. Sa signature personnelle sur le bon de livraison est devenue la confirmation définitive de son implication. Les criminologues ont démontré les empreintes digitales de Walter trouvées sur le seau de nourriture, ainsi que les échantillons d'ADN de Luisa trouvés à l'intérieur de l'enceinte en béton. Le tribunal a également examiné les résultats de l'analyse d'imagerie thermographique qui a enregistré une anomalie d'1,80 cm², révélant un espace caché sous le plancher en bois de l'abri. Le dernier jour du procès, les avocats de la défense ont cité des fragments du journal de Walter pêchés hors les murs, tentant de prouver son incapacité mentale et son fanatisme religieux qui l'empêchait prétendument de comprendre les conséquences de ses actes. En réponse, le parquet a pris une mesure démonstrative. Directement dans la salle d'audience, sur un présentoir spécial, a été exposée la chaîne avec le boulon à œil qui a dû être retiré à l'aide d'une meuleuse d'angle. Le bruit de l'outil en fonctionnement a rempli la salle d'audience, rappelant de manière démonstrative à tous les présents ce qui s'était passé dans l'enceinte souterraine pendant toutes ces années. Pendant cette démonstration, Walter s'est soudainement mis à crier, hurlant quelque chose d'incohérent sur la lumière et le salut. Le juge a immédiatement ordonné à l'escorte de faire sortir l'accusé de la salle. Le procès a continué après une courte pause, et l'intervention émotionnelle de l'accusé n'a pas influencé la décision. Ce même jour, le tribunal a rendu le verdict définitif. Walter Nogueira a été condamné à 34 ans de prison sous les articles 148 et 217A du Code pénal brésilien, qualifiés comme crimes graves. Les experts de l'hôpital Boa Vista ont annoncé un rapport détaillé sur l'état de Luisa Costa au moment de sa libération. Elle ne pesait que 27 kg. On lui a diagnostiqué une anémie de degré sévère, une hypovitaminose chronique, un rachitisme prononcé et une aménorrhée prolongée. Le verdict a définitivement clos l'affaire d'enlèvement, confirmant entièrement la culpabilité et l'identité de Walter, ainsi que toute la séquence de ses actions criminelles. Néanmoins, 2 détails sont restés officiellement non résolus et ont été classifiés par le tribunal. Premièrement, l'identité de la mystérieuse femme, appelée par Luisa la femme au lait, n'a jamais été établie. Cette ligne d'enquête a reçu un numéro séparé, mais a été suspendue faute de nouvelles données. Les délais de prescription ne couraient pas à son sujet. Deuxièmement, le rôle du pasteur et de l'église, Novalus, a été limité par le tribunal seulement comme négligence et imprudence,
dans la gestion des comptes corporatifs après la mort du propriétaire, sans constituer un délit. Ainsi, l'affaire de la disparition de Luisa Costa a été officiellement close et est entrée dans l'histoire de la criminalistique de l'État de Roraima comme l'un des crimes les plus inhabituels et cruels commis dans la région au cours des dernières décennies. Walter Nogueira a été envoyé dans une prison de régime strict et Luisa elle-même a commencé une récupération lente et complexe qui pourrait prendre de longues années. Le 11 avril 2024, une équipe de construction a commencé les travaux dans la maison numéro 27 de la rue de la Forêt, dans le village de Stepnoi. Il fallait remplacer l'ancien plancher partiellement pourri de la cuisine. Les ouvriers ont démonté les planches, mais quand ils ont retiré l'ancienne armoire du mur du fond, ils ont découvert une trappe cachée de 60 sur 60 cm. En dessous se trouvait une petite niche d'environ 80 cm de profondeur seulement. Au fond, gisaient les restes d'Anton Kay, âgé de 7 ans, attaché par un câble métallique à la jambe au tuyau de chauffage. Là aussi, parmi les vieux copeaux de bois, les experts ont trouvé une cuillère en plastique. Les parents d'Anton, Sergei K. et Irina K. ont immédiatement dit à la police qu'Anton se trouvait chez sa grand-mère depuis 1 mois déjà. Cependant, l'expertise médicale a confirmé que les derniers signes de vie d'Anton avaient été enregistrés au plus tôt début mars. Cela signifiait que le garçon n'avait pas quitté la maison et que les parents cachaient sa localisation pour une raison inconnue. Les enquêteurs ont commencé à examiner les détails. Le câble auquel Anton était attaché était fixé par un cadenas sur le tuyau de chauffage. Le cadenas lui-même était intact et non endommagé. Cela signifiait qu'Anton ne pouvait pas se libérer par lui-même et que des tiers ne pouvaient pas intervenir sans la clé. Les experts ont noté de la sciure de bois fraîche sur le sol du sous-sol. Dans la cour de la maison, on a trouvé une remise dans laquelle était posée une tronçonneuse récemment utilisée. La graisse sur la chaîne de la tronçonneuse n'avait pas eu le temps de sécher, ce qui indiquait que les travaux de fermeture ou d'ouverture du sous-sol avaient été effectués récemment. Les enquêteurs ont également fixé des fragments microscopiques de nouveau linoléum sur les bords de la trappe, correspondant exactement au lot acheté par la famille en février 2024 au magasin Stroy Market. Cette découverte confirmait les paroles de la mère concernant de récents travaux de rénovation, mais renforçait les soupçons d'une tentative consciente de cacher le fait même de l'existence de la niche sous le sol de la cuisine. L'enquête a commencé à vérifier les voisins et l'entourage de la famille. Au premier stade, l'attention s'est portée sur 2 figures, le père du garçon, Sergei K. et le voisin Victor P. Sergei K., homme de 35 ans, travaillait comme chauffeur de camion. Les voisins le décrivaient alors comme un homme silencieux et renfermé, n'ayant presque aucun contact avec les habitants locaux. La police n'avait pas eu de grief contre lui auparavant, mais à ce moment-là, il restait sous surveillance étroite. Victor P., voisin de la famille, était connu des forces de l'ordre depuis longtemps. Par le passé, il avait eu des problèmes avec la loi pour vol et conflits domestiques. De plus, les voisins se souvenaient que Victor avait eu des conflits répétés avec la famille d'Anton et les relations étaient tendues. Le 5 mars, le retraité Michael Z, habitant dans la maison d'en face, a communiqué des informations importantes à la police. Il avait entendu Victor se disputer bruyamment avec quelqu'un de petit et avait supposé que cela pouvait être Anton. Ce témoignage semblait significatif et la police a rapidement commencé à vérifier Victor. Cependant, l'enquête a bientôt reçu une confirmation documentaire que Victor P. ne pouvait pas être impliqué. Durant la période du 4 au 10 mars, il se trouvait en détention provisoire pour hooliganisme. Les experts ont confirmé l'absence d'ADN de tiers sur le câble et dans le sous-sol. Ce fait excluait complètement la version de la participation de Victor dans cette affaire. Le premier soupçon s'est effondré presque immédiatement et l'enquête a reporté son attention sur la famille d'Anton. La police s'est trouvée face à un fait évident. Seuls les membres de la famille K pouvaient à chaque fois contrôler l'accès à la trappe et à la chaîne. Il est devenu clair que l'un des parents ne connaissait pas seulement l'existence de la cachette,
mais participait directement à l'organisation de tout le processus. Il fallait maintenant comprendre lequel des époux trompait consciemment l'entourage et pourquoi aucun des voisins n'avait remarqué la disparition d'Anton durant tout le mois. Les enquêteurs se sont tournés vers la documentation médicale et scolaire de la famille pour clarifier la situation à l'intérieur de la maison. Des expertises supplémentaires ont été initiées pour révéler les détails du mode de vie de la famille, ainsi que pour étudier ce qui avait pu pousser les parents à de tels actes. La version d'un concours de circonstances accidentelles était déjà complètement écartée. Le focus de l'enquête s'est brusquement déplacé des suspects extérieurs vers l'intérieur même de la famille K. L'enquête a officiellement déclaré que la version d'une intervention extérieure était exclue. Les voisins percevaient maintenant la famille différemment qu'auparavant, se demandant quelles circonstances à l'intérieur de la maison avaient pu mener à un tel dénouement. L'enquête est entrée dans une nouvelle étape. Il fallait maintenant que les enquêteurs comprennent comment et pourquoi la famille K cachait Anton, qui exactement détenait la clé du cadenas sur le câble, et pourquoi cela était caché avec tant de minutie. Tous les fils de l'enquête convergeaient vers un point, à l'intérieur du cercle familial qui au premier regard semblait tout à fait ordinaire. Il fallait maintenant que les enquêteurs comprennent les motifs et les actions des membres de la famille. Il y avait encore beaucoup de travail minutieux à venir, mais une chose était claire immédiatement. L'énigme ne résidait pas dans l'entourage ni dans des conflits accidentels avec les voisins, mais directement à l'intérieur de la maison même. À ce moment, l'enquête ne faisait que commencer à prendre des contours clairs, et il était nécessaire pour les enquêteurs d'étudier minutieusement chaque détail de la vie de cette famille pour comprendre comment les événements avaient mené à cette terrible découverte sous les planches de la cuisine. L'enquête a commencé à étudier attentivement l'étrange achat effectué par Sergueï K. le 29 février 2024, 5 jours avant la vérification inattendue des employés de la protection sociale. Sur le reçu du magasin Astroy Market, établi au nom d'Irina K., figuraient 3 articles. Un câble d'acier de 5 mm de diamètre, un cadenas et un morceau de linoléum de 2 mètres sur 3. Les caméras vidéo à l'intérieur de la salle de vente ont filmé exclusivement Sergueï, rangeant calmement ses objets dans un chariot et payant en espèces à la caisse. Les enquêteurs ont revérifié les données du lecteur de traces installé sur la route fédérale R176. L'enregistrement correspondait parfaitement au trajet de la maison de Sergueï au magasin et retour. Sergueï a parcouru 18 km dans sa voiture VAZ 2112 en exactement 25 minutes dans chaque sens. La police a obtenu des confirmations directes que c'était bien lui qui avait acheté les matériaux pour la future cachette. Lors de l'interrogatoire qui a eu lieu le 12 avril, Sergueï répondait avec assurance et naturel. À la question de l'enquêteur sur les objectifs de l'achat, il a expliqué que le câble était destiné à la réparation du puits et qu'il prévoyait d'utiliser le linoléum dans la serre de son terrain. Le groupe opérationnel s'est immédiatement rendu pour vérifier ce qui était déclaré. Le puits a été examiné par les employés du ministère des Situations d'urgence. Il s'est avéré complètement intact et la vieille serre qui se trouvait dans la cour arrière avait été démontée dès l'automne de l'année précédente. Ainsi, la version proposée par Sergueï s'est immédiatement effondrée. Les experts criminalistiques ont rapidement établi un autre détail important. Sergueï affirmait qu'après l'achat, le câble était resté dans la remise et qu'il ne l'avait pas utilisé. Mais des particules microscopiques du nouveau linoléum du même lot que celui trouvé sur la trappe du sous-sol se sont révélées être aussi sur le câble même. Cela signifiait que le câble avait été utilisé déjà après la pose du nouveau revêtement à l'intérieur de la maison, directement dans le sous-sol. Les enquêteurs ont continué à creuser plus profondément et ont découvert que la feuille de nouveau linoléum avait été posée directement par-dessus l'ancien. Cela avait été fait spécialement pour masquer la découpe fraîche du cadre de la trappe. Ainsi, l'enquête est arrivée à une conclusion ferme. Sergueï n'avait pas simplement décidé impulsivement de changer quelque chose dans la maison. Il avait acheté les matériaux de manière ciblée, soigneusement planifié ses actions et consciemment caché les traces pour qu'aucun étranger ne puisse remarquer la pièce cachée. L'enquêteur a interrogé à nouveau Sergueï concernant les nouvelles preuves. Cette fois, Sergueï n'a pas pu expliquer pourquoi des traces de linoléum se trouvaient sur le câble,
alors qu'auparavant il insistait sur le fait qu'il n'avait pas apporté le câble dans la maison. Il a commencé à s'embrouiller dans les détails et à invoquer confusément l'oubli, ce qui n'a fait que renforcer les soupçons des enquêteurs. Cependant, aucune reconnaissance directe ou explication de la part de Sergueï à ce sujet n'a été obtenue. Le groupe d'enquête a reçu les données de l'opérateur mobile de la famille K. Il s'est avéré que le 29 février, exactement le jour de l'achat, le téléphone d'Irina avait reçu une notification SMS du service de protection sociale concernant une vérification planifiée. La vérification devait avoir lieu le 5 mars. C'est exactement à ce moment-là que les matériaux nécessaires pour créer la cachette avaient été achetés. Pour les enquêteurs, c'était évident. Sergueï connaissait la vérification à venir à l'avance et avait rapidement pris des mesures pour cacher quelque chose d'important aux travailleurs sociaux. Initialement, Sergueï affirmait que le câble avait été acheté exclusivement pour des besoins domestiques et n'avait jamais quitté la remise. L'expertise des criminalistiques a complètement réfuté cette déclaration. Le câble avait manifestement été utilisé à l'intérieur de la maison et était une partie intégrante de la construction de la trappe et du sous-sol. Ceci est devenu une preuve supplémentaire du mensonge direct de Sergueï et a définitivement détruit sa version. L'enquête est arrivée à la conclusion que le sous-sol n'était pas un endroit accidentel. Il n'avait pas surgi spontanément et n'était pas apparu simplement à la suite de rénovations. C'était un espace réfléchi, planifié, spécialement destiné à cacher Anton. La construction et les dimensions de la niche avaient été faites précisément pour la détention, et le cadenas et le câble assuraient l'impossibilité de s'échapper sans intervention extérieure. Les employés de police ont encore une fois soigneusement examiné les locaux de la cuisine et documenté les détails du sous-sol caché. Une attention particulière a été accordée au fait que personne, à part la famille, n'avait la possibilité d'accéder à la maison et encore moins à la clé du cadenas. Tous ces faits ont confirmé la supposition que la création de la cachette était une action consciente et réfléchie et que Sergueï en était devenu le principal organisateur. Maintenant, l'enquête adhérait fermement à une version. Tout ce qui s'était passé dans la maison numéro 27 de la rue de la Forêt était un événement planifié et non une tragédie accidentelle. L'angle de l'enquête s'est déplacé vers l'élucidation des motifs de la famille K et du rôle de chacun de ses membres dans l'organisation et la réalisation de ce qui avait été conçu. Les enquêteurs se préparaient à étudier plus profondément la personnalité d'Irina, car les achats étaient formellement enregistrés précisément à son nom, et Sergueï tentait manifestement de minimiser sa participation dans l'organisation de cet événement. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient à fixer chaque action de Sergueï, étudiant attentivement son comportement et son entourage. Tout indiquait que le plan principal avait été conçu précisément par lui et réalisé de manière maximalement froide et calculée, sans aucun signal évident pour l'entourage ou changement dans le comportement. L'attention des enquêteurs s'est déplacée sur une circonstance étrange. Personne n'avait vu Anton pendant un mois entier, bien que les parents assuraient qu'il avait quitté la maison le matin du 5 mars. Il semblait que dans un petit village, une telle disparition aurait dû frapper les voisins, les enseignants ou quelqu'un d'autre. Cependant, aucun témoin ne s'est trouvé pour confirmer les paroles des parents. Les enquêteurs ont décidé d'approfondir ce fait. Une analyse détaillée de l'activité téléphonique d'Irina a commencé. Dans son téléphone ont été trouvés 18 messages SMS envoyés entre le 6 et le 8 mars à la grand-mère d'Anton, Marina K. Les textes des messages semblaient tout à fait ordinaires, tels qu'un enfant aurait pu envoyer. Demande, réponse courte, smiley et même souhait de bonne nuit. Cependant, la vérification des géotags par Cell ID, automatiquement attachés par l'opérateur à chaque message, a montré quelque chose d'étrange. Tous les messages prétendument envoyés par Anton avaient été envoyés depuis la maison de la famille K. Ceci contredisait les affirmations des parents qu'Anton se trouvait déjà chez sa grand-mère quand il envoyait ses SMS. Les enquêteurs ont immédiatement contacté la grand-mère, Marina K., retraitée de 58 ans, vivant séparément de la famille dans une région voisine. Son statut dans l'affaire était officiellement fixé comme témoin extérieur. Marina a présenté à l'enquête un alibi en béton. Tout le mois de mars, elle l'avait passé au Tatarstan.
à 600 km de Stepnoy. Le billet de train numéro 749 312, les reçus des stations-service et les caméras vidéo de l'autoroute M7 ont confirmé ces paroles. L'enquêteur a de nouveau convoqué Irina pour interrogatoire. Son explication calme a suscité le doute. Elle affirmait qu'Anton avait écrit tous les messages à l'avance et avait demandé de les envoyer plus tard. L'enquêteur a indiqué la facturation détaillée de l'opérateur mobile MTS. Le premier message du téléphone de la mère était parti le matin du 6 mars à 10h12, déjà après que les parents affirmaient qu'Anton se trouvait en route vers sa grand-mère. Irina n'a pas pu expliquer cette incohérence et a dit qu'elle avait peut-être confondu les dates. Cependant, les enquêteurs ont fixé cette incohérence comme un signe évident de tentative des parents de cacher la véritable localisation d'Anton. Dans les détails des SMS transparaissait clairement une tentative de créer l'illusion qu'Anton était vivant, en bonne santé, et se trouvait hors de la maison. Pour un bref moment, les enquêteurs ont admis la possibilité qu'Anton ait pu quitter la maison par lui-même et se cacher quelque part dans le village. Pour vérifier cette version, un groupe cynologique est arrivé à Stepnoy. Les spécialistes avec les chiens ont soigneusement vérifié tous les bâtiments abandonnés, les ravins proches et les massifs forestiers. Cependant, aucune trace du séjour d'Anton dans ces endroits n'a été découverte. Ceci a permis d'écarter officiellement la version de la fugue. C'est exactement à ce moment que l'enquête a reçu un rapport important de l'expert médico-légal. Selon les conclusions, l'issue tragique avec Anton est survenue entre le 6 et le 8 mars, la cause étant la déshydratation, c'est-à-dire l'absence de liquide. Ce fait disait clairement qu'Anton se trouvait à l'intérieur du sous-sol, où les parents l'avaient placé justement pendant la période de vérification des services sociaux. Les messages envoyés au nom d'Anton n'étaient qu'une tentative cynique de cacher la véritable situation et de retarder les soupçons. L'enquête excluait maintenant complètement la version de l'accident. Les faits indiquaient un calcul froid. La famille créait l'illusion de normalité, cachant simultanément à l'entourage la situation avec Anton. Et ceci avait été fait de manière maximalement minutieuse, au point qu'aucun des voisins et connaissances n'avait douté du récit des parents concernant le voyage chez la grand-mère. Les enquêteurs ont parlé avec les voisins, tentant de comprendre comment une telle zone aveugle étrange avait pu se former. Un des voisins a mentionné en passant que la famille craignait les vérifications des services sociaux et parlait souvent de la possible réduction des allocations, qui aurait pu arriver en cas de conclusion négative des inspecteurs. Mais même cette supposition ne se révélait pas encore complètement, car le motif n'était pas encore officiellement confirmé par l'enquête. Ainsi, l'enquête s'est complètement concentrée sur la personnalité des parents d'Anton et les événements survenus dans la maison après le 5 mars. Maintenant, compte tenu des nouvelles données sur le moment de la tragédie, l'enquête est arrivée à la conclusion que les parents trompaient consciemment l'entourage et les forces de l'ordre. À cette étape, l'affaire a été requalifiée selon l'article pénal « Privation intentionnelle de vie d'un mineur ». Les deux parents ont maintenant été officiellement interrogés précisément sur cette accusation. Les enquêteurs se préparaient à l'étape suivante de l'enquête, qui devait révéler déjà les motifs concrets de la famille et le degré de participation de chacun des parents dans cette affaire tragique. À partir de ce moment, l'affaire d'Anton Cape a cessé d'être simplement une histoire d'étrange disparition et est passée dans la catégorie des crimes graves, dont l'enquête était l'obligation d'enquêteurs et de criminalistique expérimentés. Il fallait maintenant que l'enquête rassemble des preuves exhaustives de culpabilité et comprenne complètement quel rôle dans ces événements avaient joué Irina et Sergueï K. Chacun d'eux, se trouvant face à la perspective d'une lourde peine pénale, pouvait commencer à parler et révéler les détails de ce qui s'était passé. Mais ceci était déjà l'affaire des interrogatoires suivants, lors desquels devaient retentir les principales confessions. L'enquête s'est tournée vers les événements du soir du 9 mars. C'est exactement ce jour-là, comme l'ont montré les résultats du travail des criminalistiques, que quelque chose avait été brûlé près de la remise de la famille K. Les enquêteurs ont été mis sur cette piste par une découverte inhabituelle du laboratoire d'incendie. Dans les échantillons de cendres prélevés sur le territoire du terrain, les experts ont découvert des morceaux fondus de film PVC, un rivet métallique et une pince en plastique de ruban d'emballage. Par les numéros de lot,
Ces restes correspondaient exactement à l'emballage du câble acheté par Sergueï de 5 mm de diamètre, marqué du code 0424. À cette étape de l'enquête est apparu un nouveau témoin important, Artyom L., 14 ans, habitant dans la maison d'en face. Il est devenu la première personne qui pouvait donner de vrais témoignages sur les événements du 9 mars. Artyom a raconté à l'enquêteur que le soir de ce jour-là, vers 21h30, il avait remarqué un feu près de la remise de la famille K. L'adolescent affirmait avoir pu distinguer dans l'obscurité les silhouettes des deux parents. Artyom observait ce qui se passait depuis la fenêtre du 2e étage, mais n'avait pas accordé d'importance particulière à ce qu'il avait vu ce soir-là, supposant que les voisins se débarrassaient simplement de déchets domestiques. L'enquêteur a de nouveau convoqué Irina pour interrogatoire. Elle a répété avec assurance la version déjà entendue auparavant concernant les déchets domestiques. Selon ses paroles, il brûlait simplement de vieilles affaires, des emballages de produits et autres détritus inutiles qui s'étaient accumulés pendant l'hiver. Sergueï, au contraire, a utilisé l'article 51 de la Constitution de la Fédération de Russie et a refusé de répondre à quelques questions que ce soit concernant cette soirée, adoptant une position de silence. Cependant, l'expertise a rapidement dissipé les doutes des enquêteurs concernant les paroles d'Irina. À l'aide de la spectroscopie FTIR, il a été possible d'établir que parmi le matériel brûlé se trouvait le film d'emballage et les étiquettes de ce même linoléum qui avait été acheté le 29 février et posé dans la cuisine de la maison K. Le fait de la destruction des emballages a été fixé par l'enquête comme une action consciente, dirigée vers l'effacement des traces de l'achat. Cette découverte est devenue le moment clé de l'enquête, car elle reliait directement les parents aux actions de préparation et de dissimulation du crime. Initialement, les enquêteurs avaient eu la version que les vêtements d'Anton étaient brûlés pour cacher des indices importants. Pour vérifier cette hypothèse, une expertise supplémentaire de tout le contenu du sous-sol a été menée. En résultat, à l'intérieur de la niche a été trouvée la veste d'hiver d'Anton, sur laquelle étaient complètement absentes les traces d'exposition au feu. Cela signifiait que la version avec le brûlage des vêtements s'était révélée fausse et avait été officiellement écartée. Les résultats de toutes les expertises ont confirmé de manière univoque une chose. Les parents avaient intentionnellement détruit les emballages pour compliquer l'établissement du lien entre leurs achats au magasin et le sous-sol équipé. Maintenant, les enquêteurs ont définitivement rejeté toutes les explications domestiques de ce qui exactement et pourquoi avait été brûlé le soir du 9 mars près de la remise. La version de la destruction accidentelle de déchets domestiques n'a pas résisté à la vérification et a été complètement écartée. L'enquête a demandé au tribunal une sanction pour l'arrestation de Sergueï et Irina K, motivant la requête par le fait que les suspects avaient déjà prouvé leur disposition à détruire les indices et à entraver le cours de l'enquête. Compte tenu des incohérences précédemment révélées dans leurs témoignages et des preuves directes de tromperie intentionnelle de l'enquête, le tribunal a rapidement satisfait cette requête. Les deux parents ont été placés en détention jusqu'à la fin de tous les actes procéduraux. L'enquête entrait dans sa phase finale. Maintenant, l'enquête avait pour tâche d'établir les motifs du crime, de comprendre l'état psychique des accusés et ce qui exactement avait pu les pousser aux actions dont les conséquences étaient soigneusement cachées à l'entourage. À l'étape suivante du travail, les enquêteurs ont commencé la préparation pour mener une expertise psychiatrique complexe des deux parents. Cette mesure était nécessaire pour comprendre les mécanismes psychologiques qui avaient mené aux événements tragiques. En plus de ceci, l'enquête étudiait attentivement les suppositions précédemment exprimées par les voisins concernant la peur de la famille devant les services sociaux, qui avaient pu devenir le point de départ dans la prise de mesures si radicales. Cependant, jusqu'à l'annonce officielle du motif, l'enquête préférait garder les détails secrets, ne qualifiant la situation que de facteur sensible. Les psychologues et enquêteurs préparaient le terrain pour le bloc final de l'enquête, où tous les motifs précédemment cachés devaient être présentés au tribunal sous une forme clairement formulée et argumentée. Ainsi, l'affaire passait graduellement de l'élucidation des détails factuels à une analyse plus profonde des causes et conditions qui étaient là devenues tout bas le fondement du crime.
L'arrestation des deux parents permettait à l'enquête d'exclure le risque de nouvelles tentatives de destruction de preuves et de se concentrer complètement sur l'étude de la personnalité des suspects et la révélation finale de leur motivation. L'audience judiciaire dans l'affaire de Sergueï et Irina K. a commencé le 26 janvier 2025 dans la salle d'audience du tribunal de district de Stepnoy. Pendant toute la durée de l'enquête, les enquêteurs avaient soigneusement rassemblé les détails des événements survenus au début mars de l'année précédente. Le comité d'enquête est officiellement arrivé à une conclusion finale, fixée dans les matériaux du dossier pénal. Le motif des actions de Sergueï et Irina était la crainte de perdre 2 allocations sociales, de garde et d'invalidité. Comme l'a établi l'enquête, le matin du 5 mars 2024 vers 9h30, Sergueï et Irina ont conjointement placé Anton, 7 ans, dans le sous-sol préparé à l'avance sous le sol de la cuisine, après quoi Sergueï l'a attaché avec un câble métallique au tuyau de chauffage. Ensuite, la trappe a été hermétiquement fermée, par-dessus a été étendu le morceau de linoléum récemment acheté et au-dessus a été placée une lourde armoire. Les parents avaient prévu que la vérification des services sociaux se passerait rapidement et sans aucune conséquence, après quoi Anton pourrait être libéré. Au tribunal, le procureur a exposé en détail toute la chaîne de preuves. D'abord ont été présentées les images de l'enregistrement vidéo de la caméra du magasin Stroy Market, où Sergueï est clairement filmé achetant le câble, le cadenas et le linoléum. Ensuite ont été présentés les résultats de l'expertise technique d'incendie, qui confirmait le fait de la destruction consciente de l'emballage de ces matériaux près de la remise de la maison le soir du 9 mars. Une preuve non moins convaincante sont devenues de les données de l'opérateur mobile concernant les messages SMS envoyés par Irina au nom d'Anton depuis son téléphone personnel. Les données de géolocalisation indiquaient clairement la maison de la famille K au moment de l'envoi des messages. À cette même période, la grand-mère d'Anton se trouvait à des centaines de kilomètres du village, ce que confirmaient les caméras vidéo de l'autoroute M7 et les reçus des stations-service. Un détail important séparé est devenu l'expertise génétique, qui excluait complètement la présence de tierces personnes sur le câble et le cadenas. Ceci confirmait complètement les conclusions selon lesquelles personne d'étranger ne pouvait participer à ce qui s'était passé. L'expertise médico-légale indiquait de manière univoque l'intervalle de temps du décès d'Anton, du 6 au 8 mars, la cause étant le manque de liquide. C'est-à-dire que le garçon n'avait pas pu survivre dans l'espace fermé du sous-sol plus de 2-3 jours. Au procès judiciaire, les époux ont pour la première fois donné des témoignages l'un contre l'autre. Sergueï a ouvertement déclaré que c'était précisément Irina qui insistait pour cacher Anton avant la vérification, craignant de perdre les importantes allocations. Il a souligné qu'il ne pensait pas que tout tournerait de cette façon. Irina, à son tour, a déclaré qu'elle était sûre du caractère à court terme de la situation. « Je pensais que la vérification finirait en 1h02 et nous le libérerions immédiatement. » Le tribunal a perçu ces témoignages comme une tentative de rejeter la responsabilité l'un sur l'autre. Cependant, ceci n'a pas changé la qualification du crime. La partie finale de l'audience judiciaire a été consacrée à l'annonce des conclusions de l'expertise psychiatrique complexe menée au FGBNU du nom de Serbski. Les médecins ont officiellement conclu « Sergueï et Irina K. sont absolument responsables. Aucun signe de trouble psychique ou d'état d'affect pouvant atténuer la responsabilité n'a été découvert. Leurs actions portaient un caractère rationnel et complètement conscient. » Le verdict final, le juge l'a lu dans le silence complet des présents dans la salle. Sergueï K. et Irina K. ont été reconnus coupables selon le point V de la partie 2 de l'article 105 du Code pénal de la Fédération de Russie, meurtre d'un mineur commis par un groupe de personnes selon un accord préalable. Sergueï K. a été condamné à 20 ans de privation de liberté avec purge de la peine dans une colonie de régime strict. Irina K. a reçu une peine sous forme de 18 ans de privation de liberté également dans une colonie de régime strict. Après l'annonce du verdict, le juge a clos l'audience. Les huissiers ont fait sortir les accusés de la salle. Quelques minutes après cela, la porte de fer de la cellule s'est refermée sur eux.
les coupant complètement de leur vie précédente. Plus personne ne s'est retourné. Après l'achèvement du procès judiciaire, dans les matériaux de l'enquête sont restés quelques détails non complètement élucidés. Les criminalistiques ont fixé sur le cadre en bois de la trappe plusieurs anciennes découpes, qu'il était impossible de dater avec précision. Ces entailles pouvaient témoigner du fait que le sous-sol avait été utilisé pour retenir Anton précédemment aussi. Cependant, une confirmation documentaire finale de ceci n'a pas été obtenue, et officiellement cette information est restée sans réponse. Ainsi, l'enquête a complètement et inconditionnellement prouvé l'identité des criminels, le motif et la méthode de commission du crime, réfutant toutes les versions fausses précédemment apparues. Cependant, la question de savoir si c'était la première et unique fois d'utilisation du sous-sol dans la maison de la rue de la Forêt pour de tels objectifs est restée dans la catégorie des faits officiellement non révélés. Sur ceci, l'affaire numéro 24724 a été officiellement close